Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques entrent dans le plus grand camp de concentration nazi, Auschwitz. Dans ces lieux abandonnés de toute surveillance, les soldats découvrent les derniers survivants, des charniers à ciel ouvert, et les traces d'un massacre à une échelle industrielle jusqu'alors inconnue. Au total, plus d'1,1 million personnes y ont été assassinées, dont 960 000 hommes, femmes et enfants juifs, et près de 20 000 hommes, femmes et enfants tziganes. Ces hommes et ces femmes ont été enregistrés comme prisonniers politiques, asociaux, criminels, homosexuels, tziganes, témoins de Jéhovah, ou pour l'immense majorité, juifs. Seuls les juifs étaient envoyés à Auschwitz pour y être assassinés dès leur arrivée. Mais une infime minorité d'entre eux a été sélectionnée pour le travail forcé. 44 survivants, déportés parce que juifs, ont raconté. Pour moi, ce qui est important de dire et de redire, c'est combien, lorsque nous étions au camp, pour chacune d'entre nous, c'était important d'espérer, de penser que certaines rentreraient et parleraient et témoigneraient. On parle souvent du devoir de mémoire. Pour ma part, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup. C'est un besoin par les mémoires. Mais en ce qui nous concerne, nous, c'est un devoir de transmission que nous avons. Parce que nous l'avons promis. Toujours nous disions, il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache comment ça s'est passé. Il faut qu'on sache tout. Ce sont mes parents. Alors, mon père, son prénom, c'était Samuel Lerrer, bien sûr, puisque c'est lui qui m'a donné ce nom. Et ma mère s'appelait de son prénom de jeune fille Rosenfeld et de son prénom Mali, M-A-L-Y. Cette photo est une photo de famille, de vacances, chez mon grand-père et chez ma grand-mère, que vous voyez là. Moi, j'ai environ 2 ans, je suis sur les genoux de ma mère. À côté de moi, assise ma sœur, qui est plus âgée de moi de 5 ans, et mon frère aîné, qui est là derrière, qui est lycéen à Lodz. Ça, c'est ma mère. C'est l'héroïne. Pour moi, c'est un modèle. Très courageuse, un esprit très vif. Elle faisait de très bons gâteaux. Je la vois encore tous les jeudis soirs en Alsace faire la pâte pour le week-end, pour Shabbat. Alors ça, ce sont mes parents qui m'attendaient. Pour envoyer à leurs parents en Pologne, ils ont fait cette photo pour montrer comment que ma mère était enceinte, elle me portait. Voilà, ça, c'était une joie pour eux. Ça, c'est mon grand-père qui était tout fier de me présenter, car j'étais son premier petit-fils. Quand j'étais tout petite, je voulais toujours jouer le violoncelle. Alors j'ai pris un balai d'enfants et un peigne.
Et voilà, c'est des chansons d'enfants. Et j'étais assise et j'ai chanté et j'ai gratté sur le balai. Alors, c'était évident que je veux jouer le violoncelle. Ça, c'est des photos heureuses au bord de la mer, quand tout est encore bien, à Blankenberg. Vous connaissez Blankenberg? Mon fils m'a fait passer là-bas. C'est pas loin d'Ostende. Et la toute petite fille là, c'est moi, je dois avoir, je sais pas, à peu près 6 ans. Et j'ai toujours une petite valise dans les bras avec toutes mes richesses, que je garde précieusement. Je suis celui qui a une croix au-dessus de la tête. Je suis le plus petit de la classe. C'était ma première année de grande école. Je venais de finir la maternelle et j'étais rentré à la grande école, avenue Simon Bolivar, Paris 19e. J'allais au jardin d'enfants à 4 ans, quelque chose comme ça, 5 ans. Il y avait la cour des petits. Et je revois toujours une camarade. Ça doit être probablement à peu près mon plus vieux souvenir d'enfant. Et qui me dit, ta mère est juive, tu es juive, ta mère mourra en enfer, brûlée en enfer. Je n'ai jamais eu le sentiment, à Berlin, jusqu'à l'arrivée d'Hitler, d'avoir souffert de l'antisémitisme. On avait un petit magasin suffisant pour faire vivre, et on vivait comme ça jusqu'à l'arrivée d'Hitler. Ensuite, tout juif devait marquer sur son magasin Jude, etc. Et pour orner le tout et faire un peu plus convivial, il y avait en permanence des SA devant nos magasins avec des grandes affiches où il y avait écrit « Deutsches Mädel, deutsche Frau, kauf nicht bei der Judensau ». Femme allemande, fille allemande, n'achète pas chez ce truie de juifs. Arrive un de ces autobus ouverts. Vous avez peut-être vu dans les actualités anciennes, des autobus sans toit, avec une dizaine, une douzaine, une quinzaine, est-ce que je sais de ces SA qui descendent, qui sortent mon père dans la rue et commencent à le battre, le piétiner. Il saignait de partout. Et moi, j'en ai honte. Je ne suis pas intervenu, j'ai resté dans le coin. Je chialais, je criais, mais je ne suis pas intervenu. Un vrai homme s'est rejeté sur ces salauds, les barbares. Entre les jambes, non, je ne l'ai pas fait. Vous aviez 5 ans. Hein? Et vous aviez 5 ans. 5 ans. Voilà, c'est moi à Berlin, juste le jour où on m'a apporté un bon violoncelle. C'était mon premier bon violoncelle. C'est pris en 1938, juste avant Kristallnacht. Et ça a commencé. Je ne veux pas dire les Allemands, mais les bas peuples, l'écume de la société a rejoint les SS et les SA avec des barres, des couteaux et tout ce que vous voulez, et a brisé tout ce qui était juif, tous les magasins, tous les synagogues ont brûlé. Et les rues étaient couvertes de débris de verre, d'où le nom de la nuit de cristal. C'était terrible. Et là, on a arrêté pour la première fois des juifs en tant que juifs. Après la nuit de cristal, mes parents, bon, puisque le magasin
était complètement détruit, il n'y avait plus rien à faire. Mes parents ont commencé quand même à se dire il faut partir. Il faut partir. Ils ont fait le nécessaire. Ils sont venus en France, mais vraiment presque avec les derniers trains avant la guerre. Nous avons décidé de partir illégalement. Nous avons quitté Vienne le 27 novembre, donc exactement au moment où j'avais 14 ans. On a fermé tout simplement la porte à clé et nous sommes partis, les mains dans les poches, via Cologne et Aix-la-Chapelle pour traverser la frontière belge. Au moment de l'invasion allemande en Pologne, comment se comportaient les troupes allemandes à votre égard? Avec cruauté. Dès l'arrivée de leurs troupes, nous sommes sortis de trous. Nous étions cachés pendant 15 jours pour voir ce qui se passait. Et on avait un déferlement des troupes allemandes et de machines de guerre comme jamais on avait vu. Il y avait mon père et moi-même. Mon père qui portait barbe et couvre-chef, reconnaissable comme juif. Voyez, un des Allemands saute de sa Jeep dans laquelle il voyageait. Il traîne mon père dans une des cours environnantes et il lui assène des coups en le laissant plus mort que vivant. On croyait que c'était terminé. Quelques jours après, on voyait déjà qu'ils prenaient les gens, les Juifs, prenaient pour le travail. Il y avait de terribles, les gens qui avaient des papillotes, ils ont coupé avec les ciseaux, ils ont brûlé des livres, des synagogues. Oh, c'était horrible. Tout ce qu'on avait, il fallait le donner. Et ils ont dit de faire des listes des gens, des enfants jusqu'à 16 ans, de 16 ans jusqu'à plus âgés. Je connais ça parce que j'aidais toute la nuit, on a tapé à la machine pour les envoyer. Il fallait le matin de venir dans une autre ville, à Biala, qui est à côté de 15 km de chez nous, où ils étaient les Gestapo, et apporter ces listes-là, tout ce qui concernait les Juifs. Et ils ont commencé de parler du ghetto de Lodz, qu'ils vont appeler le ghetto Liesmannstadt. C'est-à-dire que Lodz est Allemagne. Ils viennent dans tous les appartements, ils étaient très nombreux et en force, armés. Et en disant, voilà, maintenant, vous êtes chassés, vous devez quitter l'appartement, laisser tout dedans, et habillé comme vous êtes habillé, et dehors. Et dehors, on nous a regroupés dans la cour du 56. Hein. Alors il y avait ma mère, mon frère, mon père et ma sœur et moi. On était tous les 5. Et donc on était regroupés là-bas, on attendait. Et puis il y a des gens qui venaient un peu de partout, toujours les bruits, les hurlements, la violence, tout ça, on baignait là-dedans déjà comme ça depuis quelques heures, depuis 2 ou 3 heures, je ne sais plus. Et puis au début de la soirée, quand on était déjà tous regroupés, eh bien, les nazis ont sélectionné 3 jeunes gens qui dépassaient un petit peu par leur taille l'ensemble du groupe. On était, je ne sais pas combien on était, 120, 150, je ne sais plus combien, mais on fait quelque chose comme ça. Et ils ont sorti les 3 jeunes gens, ils les ont alignés contre le mur, devant nous. Et il y avait un discours de l'officier nazi qui dirigeait la bagatelle, là. Et il a fait un discours en disant, voilà, là, vous êtes chassés de chez vous, vous n'avez rien à faire chez vous, il faut laisser tous vos biens. Et puis maintenant, vous allez être déportés et transférés dans le ghetto parce que vous n'y êtes pas allés de votre propre gré. Et bien, vous y allez
sur nos demandes. Et je vous signale que si vous manifestez la moindre opposition, si vous manifestez le moindre geste et le moindre tentative de résistance, il va vous arriver ce qui va arriver là. Et on les a fusillés tous les trois. Comme ça. Froidement. Devant nous. Devant ma mère, qui a assisté à l'assassinat de son fils. Ce qu'il faut dire que parmi les 3 jeunes, il y avait votre frère Avram. Exactement. Ma grand-mère, on lui a trouvé un lit pour la coucher. Et puis nous, on était comme ça, on était avec nos paquets, avec tout. On attendait, on ne savait pas qu'est-ce qu'on attend. Au mois de mai 40, le ghetto est fermé hermétiquement, c'est-à-dire qu'il y a une clôture électrique avec la haute tension, et avec des miradors partout, il y avait des nazis tout le temps. Il ne se passait pas une nuit sans que les SS viennent avec une liste établie, avec des adresses, sortent ces personnes dans la rue et les abattent sur place. Au début de l'année 1940, pendant que dans les grandes villes polonaises sont créés des ghettos, le chef de la SS, Heinrich Himmler, choisit une petite ville industrielle au sud de la Pologne annexée au Reich, Oświęcim, Auschwitz en allemand, qui bénéficie d'un bon rattachement au réseau ferré et routier pour édifier un camp de concentration. Le camp va être aménagé dans une ancienne caserne de l'armée polonaise. Avec ses bâtiments en briques rouges, il sera ultérieurement désigné comme camp souche et nommé Auschwitz I. Au-dessus du portail d'entrée est inscrit « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Les premiers détenus, d'abord des opposants politiques polonais, socialistes ou communistes pour la plupart, y arrivent fin mai 1940. Ils seront plus de 10 000 quelques mois plus tard. C'est là qu'aura lieu la première expérimentation du gaz toxique Zyklon B. Y seront assassinés des prisonniers de guerre soviétiques, des détenus polonais malades et les premiers juifs jugés inaptes au travail. Vous vous souvenez de l'arrivée des Allemands dans Paris? Ah oui, oui, oui. Je les ai vus défiler. C'était affreux. Ma mère pleurait, ma tante pleurait, tout le monde pleurait. Et c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait les Allemands sur le dos comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous arriver? Parce que j'étais au courant de ce qui s'était passé en Allemagne. Les Juifs en France étaient au courant de tout ça. Comme beaucoup de gens, malheureusement, on est allé acclamer Pétain quand Pétain a été nommé chef du gouvernement. Parce que, comme beaucoup, on a pensé que c'était lui le sauveur de la France et que le Pétain allait nous sortir du pétrin, disons. Et donc, ça a été dans les lycées, Maréchal nous voilà, le lever des couleurs. Mais j'avais aussi au lycée Montgrand des camarades israélites qui nous lançaient une alerte sur ce qui allait. Mais qui l'a cru à ce moment-là? Pendant longtemps, mon père n'a jamais pu imaginer que Pétain, qui avait été pour lui le vainqueur de Verdun, pourrait collaborer avec les Allemands comme il l'a fait. Et probablement c'est une des raisons pour lesquelles, quand on a dû faire tamponner nos cartes d'identité avec la marque juive, il n'a jamais imaginé les conséquences que ça pourrait avoir.
Vous vous rappelez si votre père s'est fait recenser? S'il s'est rendu? Obligatoirement, il est allé, comme tout le monde, moi-même, je suis allé au commissariat recensé. Moi-même, j'ai eu droit au tampon juif sur ma carte d'identité. Comme tous les juifs de France, nous avions tellement confiance en la France. Vous savez, la France, pour nous, c'était quelque chose, un idéal formidable. Être en France, c'était un cadeau du ciel. Et puis, nous avons été marqués au fer rouge, si on peut dire, puisque le tampon était rouge sur nos cartes d'identité, juifs. Ben voilà, ça c'est l'étoile jaune, l'étoile de David, qu'on est obligé d'acheter, de payer et de mettre. Voilà. Et lorsqu'on était arrêté dans la rue par des policiers français, par des flics français, avec leurs crayons, ils essayaient de passer entre les points pour voir si les points étaient assez rapprochés et si on ne pouvait pas enlever donc, cette étoile rapidement. Lorsque vous avez dû porter l'étoile jaune, vous vous souvenez? Oui. J'étais pas fière. J'ai pleuré. Quand j'étais à l'école, je savais pas si je devais le cacher ou pas. Je l'ai pas caché. On me regardait. Alors, à un moment donné, j'en ai eu marre qu'on me regarde comme une... J'ai fait, écoutez, les amis qui sont restés, qui étaient amis avec moi, si elle veut rester amie, qu'elle reste. Si elle veut pas, qu'elle parte. Lorsqu'on nous a donné l'étoile en France, eh bien, je l'avais gentiment découpée. Je faisais déjà un peu la couture. J'ai cousu sur mon vêtement et je suis sortie me promener à Lens. Je sais pas pourquoi. Je suis pas ni provocatrice, ni une héroïne que je veux dire, bon, ben, ça va, j'y vais. Mais c'est comme ça. Je n'ai jamais eu honte. Jamais. Et je n'aurai jamais honte de dire que je suis juive. Progressivement, les Juifs de toute l'Europe occupée doivent porter un signe distinctif. Au milieu de l'année, il courait des bruits comme quoi le ghetto de Lodz va être liquidé et qu'on va transférer l'ensemble des usines en Allemagne et dans de meilleures conditions surtout. Et la preuve que vous allez partir ailleurs, c'est qu'on a embarqué les machines-outils et on les a chargées sur des wagons ouverts qui étaient sur les quais et tout le monde pouvait les voir. On disait voilà, vous partez avec vos moyens de production. Donc c'était tout à fait vraisemblable. Alors on est parti assez vite, se présenter là-bas, et c'est ces jours-là que ma mère m'a dit les choses suivantes. Il faut que tu vives, parce que moi et ton père, on ne survivra pas. Et par conséquent, il faut que tu fasses des efforts pour survivre, pour vivre, pour deux raisons. La première, parce que tu es jeune et que tu dois vivre. Et la deuxième, c'est qu'il faut que tu retrouves mes frères à Paris. Et mon père avait un frère à Tours, et ma mère avait deux frères à Paris. Et il faut que tu les retrouves pour les raconter ce qui nous arrive. À partir de 1942, plus de 900 000 Juifs enfermés dans les ghettos sont envoyés dans des centres de mise à mort construits à travers l'ancien territoire polonais. À Auschwitz, Himmler avait décidé dès l'automne 1941 de passer d'une population carcérale de 10 000 à plus de 100 000 détenus. Les usines allemandes, d'armement ou chimiques, implantées dans la région, avaient besoin de main-d'œuvre. Il avait donc fallu élargir la surface du camp.
À 3 km au nord-ouest d'Auschwitz I, les habitants du village de Brzezinka, Birkenau en allemand, avaient été expulsés par les SS et leurs maisons entièrement rasées. Les prisonniers soviétiques d'Auschwitz I avaient commencé la construction du premier secteur du nouveau camp, Auschwitz II, appelé aussi Birkenau. À 2 km de là, à l'abri des regards dans un petit bois de bouleaux, 2 fermes avaient été aménagées en chambres à gaz afin de préparer la solution finale, c'est-à-dire l'extermination de tous les Juifs d'Europe. Le premier convoi de déportés juifs arrivera de Slovaquie le 26 mars 1942. Le lendemain, un second convoi partira de France. Donc on arrive le jour de votre arrestation. Alors la petite sœur, le 20 août 41, elle a été au boulanger acheter quelques pains. Et puis elle nous a prévenu, on arrête les hommes. Alors j'ai pris mon vélo, je suis passé dans la rue du Pasteur Wagner, là, puis arrivé à la limite du boulevard Beaumarchais, là, les flics m'ont demandé les papiers. J'étais en short, en espadrille et un tricot de corps. J'étais arrêté comme ça. Quand j'ai montré ma carte, « Ah, t'es juif, toi. Bon, bah, tu vas laisser ton vélo là, en coin, et puis tu vois le car là-bas. Tu vas aller dans le car. » J'ai laissé mon vélo là. Je suis monté dans le car. Quand le car, il y a eu 6 personnes, je crois, ils nous ont emmenés au commissariat de police de l'avenue Parmentier. Et voilà. À partir de l'été 1940, le régime de Vichy, bientôt suivi par l'occupant, interne massivement les Juifs dans des camps sur le territoire français. À l'été 1942, les nazis déclenchent la solution finale en France. Débutent alors les grandes rafles des Juifs désormais destinés à être déportés. On a pris ma mère, mon petit frère et moi. On est passé par la rue des Vertus, derrière dans un couloir pour que les gens voient moins. On nous a amenés dans un garage rue de Bretagne. Et là, un autobus est venu. Les gens nous regardaient passer et ne comprenaient pas très bien parce qu'il y avait des bébés, il y avait des vieillards. Quand vous dites les gens ne comprenaient pas très bien, qu'est-ce que ça signifie? Non, c'était en 42, ils ne comprenaient pas. On prenait les femmes et les enfants. Il y en a qui étaient... content, il y a même qui a dit c'est bien, on prend les youpins, on aura un appartement en plus. Mais la plupart étaient assez tristes parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on prenne des femmes et des enfants, ça les a frappés. Il y a eu un jour où je suis allée au magasin de ma grand-mère et ma grand-mère me dit, tu sais, le professeur Crémieux a été arrêté. Et je suis revenue dans les appartements du garage de mon père et j'ai dit à mes parents, vous savez, le professeur Crémieux a été arrêté. C'est un homme qui a 8 générations de Français, comme nous, derrière lui, qui est un ancien combattant des 2 guerres, comme mon père, et nous allons, nous aussi, être arrêtés. Et d'un seul coup, il y a 2 types qui sont arrivés, des Allemands, ou 3, qui sont arrivés, Monsieur Marcovici, et mon père, naïvement, il dit oui. Donc, on est parti et nous sommes arrivés à Carcassonne dans un hôtel où il n'y avait que des SS et des SS ukrainiens aussi. Et là, il y avait de tout, des gens sur des brancards, des personnes âgées, des petits-enfants, tout ça. Et à un moment donné, on appelle mes parents. Alors mes parents y vont, et quand ils sont revenus, on ne les a même pas reconnus. Mes parents ne les ont pas reconnus. Mes parents ont été frappés dur. Hein. Ils voulaient
des Juifs. Il voulait absolument que les gens dénoncent les autres. Et de là, on a subi aussi ce qu'on appelait la baignoire à ce moment-là. C'est une planche, on fait le basculer dans l'eau. Interrogatoire très très dur. Vous étiez tous les quatre ensemble? Pas ensemble, non. Ils interrogeaient chacun séparément. Mais qu'est-ce qu'ils espéraient avoir comme information sur vous? Sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Ils voulaient des noms d'autres juifs. Et puis on est mis au secret. Je suis séparée de mon père. Mais il y a un gardien autrichien qui me voit arriver. Et je n'ai pas vu son émotion, mais je l'ai su après. Il est complètement bouleversé de voir cette petite fille rouquine. Parce qu'il a une petite fille rouquine du même âge. Et il m'aidera à sortir de ma cellule pour me faire rencontrer mon père dans les chiottes du couloir. Qu'est-ce que vous dites à votre père à ce moment-là? Je sais plus. Je sais plus. Il essaye de vous rassurer? La seule chose, je suis obligée de nettoyer le couloir. Je sais la cellule, où est la cellule, de laver le couloir de la prison. Chaque fois que je passe, et je chante pour que mon père m'entende. Et je chante 2 chansons. Au soleil mio. Et puis aussi une autre chanson. Vous vous rappelez Au soleil mio? Au soleil mio. Et l'autre c'est sur les monts, tout puissant, on entend que le vent, on ne voit que le ciel, on ne sent que le soleil. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, nous allons chercher le vent, la route est longue, etc. Et je chante pour qu'ils sachent que c'est moi. Et après, on nous a réunis pour partir à Paris. Et là, toutes les familles se réunissaient. Mon frère est arrivé et mon papa n'était pas là. Alors je dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Et maman était dans un état déjà vraiment une douleur terrible, dans un état catastrophique. Et il me dit, c'est rien, votre papa, il va vous rejoindre, Drancy, il va vous rejoindre. Drancy, c'est une grande cour bordée de maisons à 4 étages. Les pièces n'étaient... Bon, elles étaient là, mais encore avec du sable, des parpaings et pas de fenêtres, rien de tout ça. C'était pas terminé. Un interrogatoire très minutieux du nom des parents, date de naissance, le nom de la grand-mère, le nom du grand-père. Ça, c'est un reçu qu'on a eu et une somme de 3 915 francs qu'on avait encore sur nous. Ils nous l'ont pris. C'est le chef de la police du camp qui nous a donné ça, qui a donné ça à mon père. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien. On dormait par terre, on était à 30 dans une chambre, par terre. Des fois, il y avait de la paille, des fois, il n'y avait pas de paille. On dormait par terre. On avait nos vêtements qu'on avait quand on est arrivé, c'est toujours les mêmes vêtements. C'est-à-dire que je n'ai pas changé de vêtements pendant 3 mois. Je n'avais pas d'autres. 250 grammes de pain et une soupe, il n'y avait rien. Quelques navets dedans, quelques rutabagas. Et moi, dans mon bloc, ils donnaient 2 morceaux de sucre, chose qu'ils n'ont pas dans tous les blocs. Et c'était juste de quoi... Pas assez pour mourir et trop pour vivre. Des femmes qui deviennent hystériques, qui ne savent plus où ils en sont, des couples, des jeunes gens qui s'accouplent en présence des tiers, de désespoir, mais qui veulent encore saisir cette unique occasion pour s'accoupler, pour sentir un peu d'affection, un peu de chaleur, une chaleur humaine
Eh bien, cela paraît un peu peut-être bizarre, mais ça s'est produit sous mes yeux. Et ça m'a frappé, ça m'a bouleversé de voir cela, parce qu'évidemment, je n'avais jamais connu des situations de ce genre. Vous savez, c'est un lieu. C'est comme c'est les dernières minutes de vie. Les filles se trouvent tous des flirts. Il faut vivre les derniers moments. Et moi, je suis une gamine qui trouve pas... je sais même pas... Je sais rien. Je sais même pas si je savais déjà comment on faisait les enfants. Une jeune fille, bon, je m'excuse de parler de ça, mais c'est comme ça, qui s'était amourachée de moi aussi et qui, à la veille de sa déportation, m'avait fait parvenir un petit papier. Demain, nous serons déportés, je ne sais plus quel mot on utilisait. Demain, nous partons. Je voudrais passer la nuit avec toi. C'est des chalis, hein, il ne faut pas oublier. Hein. Je suis allé dans sa salle et je lui ai dit, vraiment, je suis navré, mais je ne peux pas répondre à ta demande. Moi, je reste fidèle. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée sur les 2 joues, hein, voilà. C'est épouvantable quand j'y pense. Je me promenais dans la bâtisse et je tombe sur un piano. Je sais pas ici. Je tombe sur un piano et je me mets à jouer ce que je savais par cœur, notamment le 3e concerto de Beethoven. Alors, à ce moment-là, c'était des Juifs qui administraient la maison, sous la supervision des nazis, évidemment, mais enfin, c'était des dirigeants juifs qui administraient la maison. Alors, l'un ouvre la porte, et me dit, vous ne devriez peut-être pas faire de la musique, parce que vos camarades vont partir en convoi, en déportation demain. Alors je lui dis, mais de ce convoi, j'en suis. À partir de 1942, des Juifs de toute l'Europe occupée sont déportés vers Auschwitz. C'est la terreur, mais la vraie terreur où on perd totalement ses moyens. Enfin, en tout cas, moi. Ma grand-mère est couchée sur la paille, elle a 72 ans. Elle allaite. Bon, c'est vrai que chacun pense à soi-même. On est obligé, de demander à des messieurs de ne pas l'écraser, de lui laisser un peu d'air. Je crois qu'on a du pain, un peu d'eau et surtout cette tinette qui est au milieu du wagon et qui est pour nous un départ pour la perte de notre dignité. Là. Obligé de se soulager quand il s'agit que des urines, ce n'est pas grave. Après tout, on mouille son pantalon. Mais lorsqu'il s'agit du reste, eh ben tant pis. Ça coule le long des jambes. Et lorsqu'il y a 110 personnes qui en faut autant, que l'on ne peut pas changer l'air du wagon, il y a une espèce de concentration d'ammoniac qui fait que certains deviennent fous. Ils veulent sortir. Ils veulent simplement sortir. C'est tout ce qu'ils demandent. Je veux sortir. Mais cette folie engendre des personnes qui trébuchent, qui tombent. On ne peut pas les relever, on est trop serré. Ils finissent par être piétinés. C'est ainsi que dans chaque wagon, il y a eu des morts piétinés par ceux qui voyageaient avec eux. Les gens mouraient comme des mouches dans le wagon. Surtout, il y avait également des vieux.
des vieux. Quand ils mouraient, qu'est-ce qu'on faisait? Je dois dire, à ma grande honte et à la honte de tous ceux qui étaient dans le wagon, qu'on était heureux de voir des morts. Pourquoi? Parce qu'on les entassait les uns sur les autres, ce qui donnait quelques centimètres de plus de place aux autres. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir. Inutile de vous dire dormir, pas du tout. S'asseoir, moins encore, on ne pouvait pas, rien. Ceux qui sont morts les premiers, c'était les bébés. Parce que les bébés, proportionnellement à leur masse, ils ont besoin de plus d'eau que les adultes. Et comme il n'y avait pas d'eau, les bébés mouraient. Ils mouraient de soif. Et il y avait une gosse, je sais aussi, je me souviens, une petite fille qui pouvait avoir 7 ans, 8 ans, qui tenait dans ses bras un poupée. Vous savez, un poupée qui, chez nous, ils étaient emmaillotés, et je ne savais jamais, même jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un garçon, si c'est une fille, qui braillait, qui pleurait tout le temps. L'autre, sa sœur, le tenait dans ses bras, il lui chantait des comptines. L'enfant pleurait. Au bout de 2 semaines, je vous raconte, mais le voyage durait plusieurs jours. 2e jour, l'enfant s'est tu. Nous, on savait que l'enfant est mort. On voulait le prendre pour le mettre sur le tas qui était déjà dans le coin. Elle ne voulait pas lâcher. Sa sœur, elle dort. Elle n'est pas morte, elle continue à lui chanter des comptines. Je suis sûr qu'elle est arrivée à Auschwitz en tenant ce petit mort dans ses bras.